Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle série de vidéos consacrée à une autre campagne que je suis actuellement en train de faire jouer qui s'appelle God's Teeth. On pourrait traduire par les crocs divins ou les crocs de Dieu, qui est une campagne pour Delta Green, comme vous l'avez sûrement deviné, et une campagne qui a un sujet un peu particulier, voire très compliqué. Donc évidemment, petit avertissement, avant que vous regardiez ces vidéos, si vous avez l'intention de le jouer, puisque a priori ça sera peut-être traduit en français, je vous déconseille de regarder, et nonobstant, le sujet est assez crade, on va dire, plus que d'habitude pour Delta Green, qui est déjà un niveau assez élevé, donc voilà, je préférais vous prévenir. Comme pour Symbaroum, je vais faire un système qui est assez simple. À chaque fois que je finirai un chapitre de la campagne, je ferai un débrief, ce qui va être le cas aujourd'hui, de la première partie de la campagne qui s'appelle Go Forth, donc aller de l'avant en avant. Puis je ferai une division, une vidéo sur les PNJ en soi, donc pour rappeler un petit peu la structure de tous les PNJ qui lient la campagne, et éventuellement peut-être donc un feedback final sur la campagne avec ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Donc on va commencer assez rapidement. La première partie est assez complexe parce qu'il faut quand même que je vous explique aussi le cœur de l'histoire. Donc je ferai aussi peut-être je pense une vidéo comme pour Symbaroum qui essaiera de synthétiser toute l'histoire, mais on va essayer de faire au mieux. Donc Godspeed, c'est quoi? Godspeed, donc, comme je disais, c'est une campagne pour Delta Green. Delta Green est donc deuxième édition, c'est-à-dire qu'il y avait une première édition qui existait il y a très très longtemps, dans les années 90, début 2000, qui synthétisait, qui surfait plus sur la vague X-Files. C'était avant le 11 septembre, donc l'ambiance était un peu différente, il n'y avait pas encore le Patriot Act, il n'y avait pas encore Snowden et toute l'espèce d'idée de l'espionnage incessant de la NSA qui avait été découvert. Et le multilatéralisme extrêmement présent qu'on a aujourd'hui, évidemment, n'était pas forcément au cœur du vieux Delta Green. Et évidemment, il y a eu quasiment 20 ans entre deux éditions, donc les gens qui ont conçu ça, Denise Zetswiler notamment, Shane Ivey, ont vieilli, et donc leurs priorités ne sont pas forcément les mêmes, ainsi que les messages qu'ils cherchent à faire passer. Donc, Ghosties prend place en 2001, juste en février. L'un des personnages est un agent, les autres sont des sympathisants. Les sympathisants donc, ne sont pas des agents à proprement parler, mais travaillent avec un agent de Delta Green. Donc, on est à l'époque où Delta Green est encore ce qu'on appelle les cow-boys. Donc Delta Green n'est qu'une conspiration comme une autre de gens qui travaillent dans le gouvernement, mais qui n'ont aucune autorité légale et qui sont poursuivis sans cesse par leur pendant structurel au sein du gouvernement qui s'appelle Majestic 12. Le joueur, qui lui est agent, est appelé par une autre personne de Delta Green qui fait partie d'une cellule qui n'est pas la sienne. Lui fait partie de la cellule D, la personne fait partie de la cellule C, ça s'appelle l'agent Clover. L'agent Clover fait un briefing avec, avec le joueur en lui disant bah écoute, toute ta cellule a disparu, ça tombe bien parce que j'ai besoin que tu fasses, j'ai une liste de personnes qui pourraient être des très bons agents, il faut que tu fasses une mission, il faut que tu leur fasses une mission de loyauté pour tester si oui ou non ils ont vraiment ce qu'il faut pour être agent de Delta Green. Le joueur remarquera que la fille est assez stressée, anxieuse, donc le schéma est un peu étrange. L'agent Clover dit en un mot commençant, c'est simple, il y a actuellement un orphelinat qui est situé au cœur du Maryland, dans la petite ville de Zion, sur une colline très très loin de tout, dans un ancien ranch. Je veux que toi et les personnes que tu vas recruter, vous alliez dans ce ranch et que de nuit, et que vous procuriez des armes, une voiture, et que vous assassiniez tous les adultes avant même qu'ils se mettent à parler. Et ça, c'est d'entrée de jeu la mission, qui évidemment, même pour le joueur qui est censé être un agent un peu habitué, paraît un peu étrange. Donc le joueur va dire bah, vous êtes gentil, mais est-ce que vous avez des preuves ou quelque chose pour motiver des sympathisants qui ne sont pas des agents de la grille. Donc ils ne sont pas forcément dans l'optique d'avoir rencontré sur une base récurrente surnaturelle et que donc l'idée de devoir tuer des gens comme ça, pouf pouf mystère, ça paraît un peu fort du café. Et c'est là que l'agent Clover dit bah, c'est simple, si jamais ils ont des problèmes, si jamais ils ne sont pas motivés, vous leur donnez ce document, ce dossier, et j'espère que vous ne l'utiliserez pas. Et le dossier est un dossier avec un petit Hello Kitty dessus, enfin un espèce de petit chat animé. Il y a les taches de sang, il y a des substances qui ressemblent du sang, mais vous n'êtes pas sûr que c'est du sang tant que vous n'avez pas analysé le dossier. Et à l'intérieur, je vous passerai les détails, mais en gros c'est une série
de photos absolument ignobles qui montrent des maltraitances d'enfants, des sévices sexuels sur enfants, avec non seulement des personnes qui portent des masques, avec des tatouages étranges, ritualistiques, qui semblent être en cyrillique ou d'Europe de l'Est, et des choses qui sont carrément du domaine du surnaturel, dans le sens où il n'y a pas que des êtres vivants, il n'y a pas que des humains qui ont agressé des enfants, il y a aussi des entités surnaturelles. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Donc le fait simplement qu'on sait ce dossier, déjà pour le maître du jeu c'est compliqué parce que il ne faut rien dire, il ne faut rien spécifier, mais en plus, ça, la campagne, le premier scénario, donc Go Forth, vous donne plusieurs éléments de réponse que peuvent avoir comme défense psychologique les joueurs en disant c'est une vaste blague ou je peux pas oublier ça, donc il faut que je les punisse. Mais l'idée est toujours la même. À partir du moment où les joueurs ont lu le dossier, c'est fini, ils sont obligés de faire la mission. Parce que dans leur tête, il est impossible que des... Enfin, plus ils savent que des enfants sont maltraités de manière absolument horrible et il faut qu'ils agissent. Donc ça tombe bien puisque le joueur les retrouve le lendemain matin, leur dit bon bah écoutez maintenant vous bossez avec moi, donc ils sont dans un Holiday Inn où il y a une fausse conférence sur les maltraitances. Et ce qui se passe en fait c'est que il y a toute une série d'images, d'atavismes, animaliers surtout, qui prennent place autour de l'agent et des joueurs durant la mission, avec des animaux qui ont des comportements étranges, des choses qui font pas sens. Par exemple, il voit une image contre ça y est, je vais y arriver, contre la toxoplasmosis, hein, donc la maladie que peuvent filer les chats, notamment aux femmes enceintes. Et ça représente un chat avec des crocs énormes qui est en train de bouffer un gamin. Et c'est marqué vous voulez avoir un animal domestique, mais faites attention à vos enfants, faites attention à la toxoplasmosis. Et il y a plein d'événements assez curieux comme ça qui se passent, des choses malaisantes. Que le jeu, il y en a beaucoup pour le MJ à chaque fois. C'est ce qu'ils appellent les éléments de synchronicité. On y reviendra. Donc les joueurs sont briefés dans cette espèce de Holiday Inn sans âme, et le cœur le scénario se découpe ensuite en deux étapes. Donc sous-entendu qu'ils acceptent évidemment. Il y a la préparation et il y a l'attaque. Vous n'avez pas de timeline, mais l'idée c'est que plus rapidement vous allez vous rendre à Cornucopia House, donc qui est cette maison ancien ranch orphelinat au sommet d'une colline, plus tôt les enfants seront sauvés. Et donc en termes de santé mentale, vous savez, vous êtes impuissant si vous attendez trop longtemps. Votre cerveau va vous dire bah oui mais en attendant il y a des gosses qui souffrent et tu fais rien. Il faut faire attention, ça peut entraîner des petites pertes de sang. Et là le scénario se découpe assez simplement. Il faut que vous trouviez une arme, si possible une arme évidemment qui ne peut pas être identifiée. Il faut trouver un véhicule. Il faut éventuellement trouver des éléments pour approcher Cornucopia House parce que concrètement vous avez juste les cartes topographiques. Ça peut être intéressant de faire du repérage, de trouver d'autres pistes, d'autres éléments, pour ensuite préparer l'assaut. Et évidemment, plus vous êtes préparé, mieux c'est. Vous allez comprendre pourquoi quand je parlerai de la deuxième vidéo. Et ensuite, il y a l'assaut. L'assaut, lui, se fait vraiment sur... on vous donne juste une timeline, c'est-à-dire qu'il y a 4 adultes qui sont présents au sein de Cornucopia House durant la nuit. Il y a en gros un jeune malfrat russe qui est là, mais qui est coincé, mais qui ne peut pas sortir. Il y a une femme qui est complètement détruite, c'est une ancienne un ancien espoir du patinage artistique qui est complètement brisée mentalement et qui passe toutes ses nuits à regarder des vidéos de sa performance avant qu'elle se casse la jambe. Il y a un pédophile, tant qu'à faire, qui est une espèce de gros porc qui est une brute. Et la quatrième personne, c'est une vieille dame russe qui gère l'orphelinat. Alors, là, évidemment, je dois faire un temps d'arrêt. Vous devinez, si vous avez lu les vieux books Delta Green, vous savez de quoi je parle. Sinon, je dois introduire les Skoptsi. Les Skoptsi c'est un culte dévoué à Shub-Niggurath sous un aspect plus maternel, hein, qui s'appelle l'Alma Mater, qui usurpe les, les artefacts et tout le champ lexical qui est propre en fait à l'église russe orthodoxe, mais d'une manière perverse. Donc il y a des icônes, mais qui sont dégueulasses. Il y a toute une espèce de ritualistique autour, enfin qui est sur le reniement concrètement de Dieu et de Jésus-Christ pour donner quelque chose d'absolument monstrueux qui se focalise sur en gros la mer qui devient Shub-Niggurath.
Et la grande spécificité de ce culte, non seulement qu'ils sont des sorciers, donc la babouchka en question est une sorcière, c'est qu'en fait, ils sont tous castrés. Donc vous imaginez bien que pour renouveler le culte, c'est très compliqué, et l'essentiel est fait par des enfants à qui on va laver le cerveau pour qu'ils deviennent ensuite eux-mêmes des cultistes. Et c'est tout le but de Cornucopia House, c'est qu'elle est gérée par une ONG qui s'appelle Familles sans frontières, qui est en fait l'organe des SCOPSI de recrutement. Ils ramènent généralement des enfants, donc soit qui viennent d'ex-URSS, soit du coin parce qu'ils ont aussi des sortilèges, donc ils peuvent kidnapper des enfants concrètement. Ils leur lavent leur cerveau, ils les détruisent, ils leur font les pires exactions possibles pour les broyer, et ensuite ils deviennent notamment des sectateurs des SCOPSI. Sauf que la babouchka en question, elle a un autre plan parce qu'elle a l'impression qu'elle s'est fait ostraciser par les SCOPSI, donc, qui possèdent une église pas très loin, dans un quartier russe, avec l'aide de la mafia russe, donc c'est assez costaud quand même. On rappelle qu'ils sont en exil, hein, ils ont été purgés complètement de l'Europe de l'Est et de la Russie par notamment le GRU, qui est l'équivalent du Delta Green en Russie. Donc ils sont aux États-Unis pour se refaire, entre parenthèses, mais c'est pas terrible. Par contre, ils ont des alliés de poing. Et l'idée, c'est que cette grand-mère, la babouchka, est une sorcière, mais elle veut devenir immortelle. Elle n'y arrive pas, elle a été ostracisée concrètement par les autres qui lui ont piqué ses reliques et toutes ces choses, donc en fait, elle prend des gosses, elle les assassine pour faire un rituel qui ne marche pas, en fait, qui ne marche jamais, jamais, jamais. Et donc, c'est une sorte de sorcière frustrée qui continue non seulement à torturer des gamins, faire des trucs atroces, mais en plus les tue concrètement parce que elle veut accéder à son rituel. Donc ça, c'est les réjouissances. Et l'idée, c'est que, en fait, il n'y a pas d'idée. Après, on vous décrit uniquement la timeline, c'est-à-dire que c'est une nuit ordinaire à Cornucopia House, où les enfants dorment à même le sol de la cuisine, tandis que la femme, enfin, tandis que leur espèce de gardienne regarde sans cesse ses VHS de patinage artistique. Le jeune russe, lui, grosso modo, sert à essayer de trouver une solution pour se barrer, parce que c'est le seul qui est cultiste, mais un peu contraint, et il peut pas. Donc en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il va chercher, durant la nuit, il va dans la grange du ranch, où il y a tous les animaux, en fait, il y a des animaux qui sont dans des cages, qui sont à moitié morts, défoncés, déchirés, et les animaux sont chacun en fait liés à un gamin. Et donc comme ça, si jamais le gamin s'échappe, le jeune gars peut secouer la caisse en disant si tu te barres, j'assassine ton animal de compagnie. Et donc il sort notamment un animal qui s'appelle Conradine, en tout cas sur l'étiquette qui a un ferret. Donc c'est pas une musarde, c'est pas un rat, je sais plus. Enfin, je suis désolé, j'ai plus le. C'est un furet, voilà. Et le furet, donc, il le fait secouer en disant Conradine, qui est aussi le nom du gamin, sort et viens avec moi. Et si tu cherches à t'échapper, je tue ton animal de compagnie. Sinon, tu vas, et tu me suis, tu vas jusque dans la cabane de la sorcière, qui a un petit cottage à part. Le début de la soirée, pendant ce temps-là, l'espèce de gros obèse pédophile s'est fait rouler dans la farine par le jeune, et donc il est obligé, on est au cœur de l'hiver, hein, donc il est obligé en fait de créer une tombe pour une expérimentation, donc une petite fille qui a été une expérimentation ratée de la vieille babouchka. Donc au milieu de la nuit, il est en train de pelleter, il réchauffe la terre. Alors il a un truc complètement fou, il a un assortiment de sèche-cheveux qu'il a mis avec une rallonge, un générateur pour réchauffer la terre, ce qui est complètement con, mais bref, passons. Et donc il passe toute la nuit, ça vous permet de gagner du temps pour savoir ce que vous allez faire, en bêchant, pendant que lui il prépare son cadavre. Et la babouchka ne bouge pas de chez elle, en fait. Tout ce qu'elle attend, c'est que Conradine, donc le gamin, lui soit amené pour le sacrifier. Et c'est là qu'en fait vos joueurs interviennent. Donc l'idée, c'est que vos joueurs ont libre cours entièrement de la méthode d'action. Tout ce qu'on fait, c'est que vous décrire les bâtiments donc il y a un corps principal, il y a un corps principal, il y a une étable, il y a une petite succursale, une petite annexe où il y a des outils, et il y a le cottage de la petite vieille, et donc c'est entièrement à vous de gérer la situation. L'idée, c'est qu'évidemment, il faut que vous, c'est très important, il faut que vous, en tant que MJ, vous notiez exactement ce qu'ils vont faire et surtout les traces qu'ils laissent. On parle pas, c'est pas tellement des preuves pour les piéger, mais c'est important, c'est vraiment important pour la suite en fait. Sachant que souvent, les joueurs que vous allez avoir sont quand même assez compétents dans beaucoup de domaines différents, donc il n'y a pas forcément. C'est à vous aussi de trouver le bon équilibre entre mes joueurs sont pris de panique ou ils font n'importe quoi, et c'est la nature même des opérations Delta Green, et mes joueurs sont quand même expérimentés, ils ont beaucoup de compétences, ils ont beaucoup de choses, et par exemple, un agent du FBI ne ferait jamais ça, ou un agent des stupes sait exactement comment planter, quel type de preuve on peut mettre pour faire passer quelqu'un pour un drogué. Et ça, c'est très important. Donc le massacre s'ensuit, et en grosso modo, la séance se termine. Vous avez
techniquement tous les adultes, vous téléphonez à Clover, vous l'entendez pleurer au bout du... Donc vous avez récupéré les gamins, en fait. Oui. Il y a une trentaine de gamins qui dorment même le sol dans la cuisine, qui, dès que vous avez tué tous les adultes, se lèvent, vont chercher leurs animaux et attendent. Certains léthargiques, certains pleurent, mais la majorité sont mutiques. Et ça, c'est très très important. En fait, il y a deux éléments qui sont hyper importants. C'est de dire que les gamins sont essentiellement mutiques et que deux, ils voient le petit gamin blond qui devait être sacrifié, donc le Conradin, comme une sorte de leader. Et donc votre agent, l'agent parmi tous l'équipe Delta Green, appelle son Clover, qui se met à pleurer au bout du fil et qui dit maintenant il faut que vous finissiez la mission. Et concrètement, en disant c'est un vecteur terrible, vous avez tous les adultes, mais vous savez très bien que ce mal ça infecte aussi les enfants. Et du coup, en 2 mots, elle vous dit il faut tuer tous les enfants, quoi. Évidemment, vos joueurs ne vont pas le faire. Et même si vous le faisiez, que vous arriviez à bypasser tous les jets de SAN, il y a des enfants qui arrivent à s'échapper. Et ça, c'est la fin de la mission. Et donc, après, vos joueurs se barrent. C'est eux qui voient comment ils veulent cacher les traces. Et normalement, c'est fini pour eux. C'est la première mission Delta Green. Alors, plusieurs choses. Donc, la première, c'est que je vais vous parler concrètement de comment s'organiser, de ce qu'il y a dans le scénario. Et ensuite, en tant que MJ, et ensuite, je vous dirai ce que mes joueurs ont fait. Puis, je vous donnerai mon feedback. Donc, la première chose, qui est vraiment très très bien, comme je disais, c'est que tout ce qui est préparatif, autant l'assaut, c'est vraiment juste un descriptif avec une timeline, grosso modo le début, le milieu, la fin de la nuit, mais c'est entièrement à vous, c'est juste une description, donc c'est à vous de changer les événements pour que ça fasse encore plus peur, que ce soit plus glauque, que dans tous les cas, le seul but, c'est que vos joueurs n'oublient jamais le crime qu'ils ont commis, même s'ils l'ont fait pour le bien, parce que toute la théorie de cette campagne, c'est est-ce que sauver une personne valait le coup? Et est-ce que l'enfer n'est pas pavé de bonnes intentions? Ça, c'est le cœur du bouquin. Donc, tout ce qui est préparatif est très très bien foutu parce qu'on vous dit, on vous donne plein de pistes pour comment trouver des armes. Donc, ça peut être aller dans un monde piété où le type est pas très regardant sur les pièces d'identité. Ça peut être aller dans une vente d'armes globale, donc une espèce de foire aux ventes d'armes. Ça peut être carrément, si vous êtes très très audacieux, aller piquer une arme qui sert de preuve dans un commissariat ou je sais pas où. Ça peut juste être faire des recherches au pifomètre, dans la rue, regarder les bagnoles, et avec un peu de chance, tomber sur une arme, vous cassez la vitre, vous récupérez le flingue. Tout est... Beaucoup, beaucoup de pistes vous sont données. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on vous donne tout le cadre juridique que nous, on n'a pas en tant que Français, et que très honnêtement, à part les Américains, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent savoir concrètement qu'est-ce qu'il vous faut pour avoir une arme à feu. C'est tout con, hein, mais est-ce qu'il vous faut un permis? Combien de temps ça prend? Qu'est-ce qui peut être tracé? Qu'est-ce que je dois falsifier comme document? Ça, c'est très très bien foutu. Chercher les voitures, c'est plus simple. Il vous dit statistiquement, il y a, je sais pas moi, 6000 bagnoles qui sont volées tous les jours, donc une de plus, une de moins. Vous allez dans un quartier défavorisé, ça sera plus simple à trouver. C'est très carré, c'est plutôt bien foutu. Il y a aussi, et ça c'est le truc un peu pervers, et ça mes joueurs n'ont pas du tout vu, mais et je pense que vos joueurs ne le verront pas non plus. En fait, il y a plein d'éléments de recherche qu'on peut faire que les joueurs ne prendront pas forcément la peine de faire en vue de la timeline et de la nécessité d'agir vite. Je m'explique. Vous pouvez faire des recherches sur l'agent Clover. Vous pouvez aller enquêter auprès des services sociaux pour comprendre pourquoi diable est-ce que les services sociaux n'ont rien vu, n'ont vu que du feu et n'ont jamais été voir ce qui se passait à Cornucopia House. Spoiler, c'est parce qu'ils ont une sorcière qui peut faire oublier faire des trous de mémoire. Mais bon, passons. Donc il y a plein de choses en fait comme ça qui peuvent, selon la table que vous avez, selon les préparatifs qu'ils ont, puisque les seuls impératifs que demande l'agent Clover, c'est concrètement, vous devez tuer 4 adultes le plus rapidement possible, ne pas les laisser parler, de nuit. Donc après, à part trouver une arme qui peut être tracée, avoir une voiture, des masques et des gants, le reste, c'est un peu, chacun fait un peu sa popote à droite à gauche. Et ensuite, il y a un élément qui est très très important qui doit arriver dans ce chapitre, c'est ce qu'ils appellent chipping the teeth. Donc faut que vos joueurs soient marqués. C'est-à-dire qu'il y a un moment, durant les préparatifs, ça peut être durant l'intro avec Clover, durant les préparatifs, acheter une arme, voler une voiture, durant la mission elle-même, il y a cette idée qu'à un moment, un animal, une souris, un oiseau, un chien, j'en sais rien moi, un rat musqué, un raton laveur, doit griffer le joueur, lui faire une blessure quelque part. Il doit perdre il doit pas un point de vie, donc ça va être une petite blessure quand même. Et ça, c'est à vous d'être malin pour pas que ça arrive au même moment, pour que ça soit suffisamment séparé, pour pas que les joueurs se posent trop de questions.
Par exemple, moi j'ai un joueur qui a volé une voiture, il a raté 2 fois, bah, je suis parti du principe qu'il y avait un rat qui le mordait. Il y en a un autre, quand il a été choper la voiture un peu plus tard, il s'est fait piquer par un corbeau qui avait fait son nid pas très très loin. Et le grand final, c'est évidemment à Cornucopia House, il y a un chien qui vous suit, qui est censé être un chien de défense, mais il n'est pas du tout hostile, pas du tout agressif. C'est un petit Rottweiler qui a 1 ou 2 ans qui s'appelle Monsieur Throb, donc il a un collier avec son nom. Et à la fin, donc ce qui s'est passé, je vais vous raconter tout de suite, mais il a mordu l'un des joueurs pour le sortir d'un sortilège. Et ça, c'est très important, il faut vraiment le faire. Faites-le, soyez assez malin, faites-le de manière très subtile pour pas que vos joueurs se posent des questions. Après, Caleb Strokes, dans son jeu de test, quand il a testé la campagne, s'est retrouvé face à des joueurs justement qui étaient hyper paranoïaques en disant je vais surtout pas me faire griffer parce que je sais qu'il y a forcément un truc surnaturel. Il n'a pas tort. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a tiré au fusil à pompe sur l'une des personnes présentes. Et en fait, il a fait un échec. Donc, Caleb Stroke a dit bah, en fait, ton arme est enrayée et tu prends un éclat. Et en fait, il y avait une souris qui était passée dans le canon. Il y a un morceau de la souris qui lui a pété au visage et donc ça lui fait une griffure. Donc, l'idée, c'est vraiment, vous devez avoir un lien avec ça. À part ça, donc le préparatif sont exactement à votre sauce. Et sur l'attaque, il y a un élément qui est assez important. Donc, très sincèrement, il y a peu de chances que vos joueurs meurent durant ce scénario. À part, il y a un truc qui est un peu compliqué, puisque avec le bruit du générateur qui va tourner toute la nuit, avec la fille qui regarde son magnétoscope, il y a très très peu en fait, d'agents actifs qui peuvent lutter contre vous, surtout si vous avez des armes à feu. Concrètement, ils ne peuvent pas faire grand-chose. C'est très isolé, donc c'est au sommet d'une colline. On rappelle que toute la colline appartenait à Familles sans frontières, l'ONG, mais une partie a été vendue au gouvernement. Ceci est très important pour la suite de la campagne. Donc concrètement, vos joueurs, il y a très très peu de chances qu'ils meurent. Je crois qu'en gros, les mecs ont accès à 2 armes à feu potentiellement sur le site, mais il faut qu'ils aillent. Il y a une arme à feu qui est dans la cuisine, dans un truc verrouillé, et l'autre qui est au-dessus, qui est une arme pas entretenue, qui est au milieu qui est au milieu en fait de l'établi. Le facteur X, c'est évidemment aussi c'est la sorcière. Parce que la sorcière a une sorte de sortilège qui est sur son petit cottage, ce qui fait que dès que vous approchez, si vous ratez votre jet de pouvoir opposé à la sorcière, généralement les sorcières ont des gros points de pouvoir, vous voyez la maison dans une espèce qui ressemble un peu à la maison d'Hansel et Gretel, toute mignonne, gentille de conte de fées, vous avez une odeur de cookies qui sort du four alors qu'il est 1h du mat, potentiellement, et donc la babouchka vous sert du thé. Et moi, j'ai j'ai 2 joueurs qui sont pas ensorcelés comme ça. Donc, il y a le troisième joueur qui est un peu le cultiste de la violence, qui a un méga pouvoir et tout, qui, rentre qui lui est pas enchanté. Il rentre dans le cottage. Le cottage est dégueulasse, il y a du sang partout, c'est infect, c'est cauchemardesque. Et ces deux, euh, il voit ces deux collègues qui sont en train de téter les seins noirâtres, les tétons noirâtres de la babouchka qui est à moitié à poil. Enfin, c'est ignoble, c'est absolument atroce. Et c'est là où Monsieur Throb qui suivait en fait le troisième joueur, parce qu'il était plutôt sympa, est rentré, puis il a mordu l'un des 2 joueurs, ce qui l'a marqué, il lui a fait sortir en fait de sa rêverie. Donc les joueurs s'en souviennent encore, c'était pas forcément le moment le plus sympathique du scénar. Et évidemment, le cottage est un truc absolument atroce, où il y a un endroit où ils ont massacré tous les gamins, l'autre c'est la chambre expérimentale de la vieille, avec un carnet de notes qu'a pris évidemment un de mes joueurs. Il y a d'autres traces absolument dégueulasses, notamment dans l'établi. Il y a un stand de montage vidéo qui est mis avec des cassettes, des jaquettes de l'arme fatale ou de vrais films. Et en fait, il y a un carnet et on s'aperçoit que le pédophile faisait à côté un commerce. En fait, il filmait les trucs avec les enfants et il l'envoyait à un réseau de pédophiles à travers les États-Unis. Donc ça, j'ai un joueur qui a pris aussi toutes ces notes. Donc ça, c'est important aussi pour la suite, parce que plus vous prenez d'éléments, plus ça peut, plus vous prenez de choses présentement, plus ça peut vous aider dans la suite du scénar. J'ai un joueur qui a prélevé aussi l'icorne noirâtre dégueulasse qui sortait de la sorcière, qu'il a mis dans un petit bol. Et sinon, donc évidemment, il y a la question des enfants, qu'est-ce qu'on en fait? Donc moi, mes joueurs concrètement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont volé des armes à feu ils ont été dans un monde piété pour acheter des armes à feu. Donc, truc par Gannon, jet de criminologie. Ils ont piqué une voiture dans un quartier défavorisé de Baltimore. C'est facile. Et sinon, ils ont mis des masques, des gants. Ils étaient assez préparés, hein. J'avais un agent du FBI, un occultiste, et j'avais 2 agents fédéraux. Donc ça se passait plutôt pas trop mal. Ils sont arrivés au cœur de la nuit, ils ont garé leur voiture au contrôle de la montagne. Ils ont fait de la randonnée pendant 1 heure.
Et en gros, ils ont attendu que le gamin vienne, enfin que le jeune russe vienne chercher un animal dans les cages et ils l'ont assassiné à coups de fourche. Donc c'était un cauchemar. Enfin, c'était parce qu'ils sont pas tous des bêtes de combat, quoi. Donc le gamin a été empalé avec une fourche en hurlant à sa maman en russe. C'était un grand moment. Ensuite, ils sont sortis. Hélas, ils ont fait du bruit, donc ça a attiré le type, l'espèce de pédophile qui était en train de creuser. Par chance, l'un des agents parlait russe, donc il a attiré dans le KGB, ils l'ont tué. Aussi de manière dégueulasse, avec 3 coups de couteau. Sauf qu'en fait, il a fini par sortir en hurlant. Et je crois qu'ils l'ont fini au flingue, donc ça s'est entendu. La fille qui était en train de regarder, qui était dans la cuisine de la maison principale est sortie avec son fusil, mais elle a mis du temps, donc ils sont tous plaqués contre la porte et ils l'ont abattu une balle dans la tête. Et bah, la babouchka, je vous ai déjà raconté. Donc leur grande idée à la fin, une fois qu'ils ont eu le coup de fil de Clover, c'est le joueur agent a dit bon bah écoutez, vous restez là. Il s'est mis dans la maison principale avec tous les enfants, il a verrouillé et il s'est dit est-ce que je les bute ou pas quoi. Et donc petit moment de jeu de rôle évidemment, lui se pose la question est-ce que je le fais ou pas. Je lui dis quand même, enfin je lui dis mécaniquement si tu fais ça, tu vas prendre cher niveau santé mentale parce que chaque gamin en gros chaque gamin que t'abats c'est un des 10 de santé mentale. Donc c'est extrêmement violent. Même si tu es immunisé à la violence, c'est de l'impuissance, donc ça peut être assez hardcore. Et surtout, en fait, les autres joueurs subissent de la perte de santé mentale, parce qu'ils savent que l'autre est en train de flinguer des gosses. Donc Fumi s'est ravisé. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis les corps dans les autres bâtiments. Ils ont cramé les 3 autres bâtiments. Le bâtiment principal, en fait, concrètement, n'était pas utilisé à part la cuisine. Et la douche c'est ignoble. En fait, la douche est ouverte, il n'y a pas de porte. Et il y a pas et le filet est transparent, donc en gros, ça veut dire que le pédophile peut mater les gamins. Enfin, mais c'est vraiment ignoble. Je vous dis, hein, c'est vraiment pas facile. Après, ça devient, je vais pas dire plus soft, mais c'est quand même hyper hardcore comme jeu, enfin comme campagne. Et donc, ils ont piqué un peu, en gros, toutes les preuves qu'ils pouvaient, ils les ont prises, donc les carnets, les trucs de la sorcière. Ils ont cramé tous les bâtiments en laissant uniquement le bâtiment principal qui n'était pas usité, en fait, parce que le bâtiment principal était uniquement montré aux agents de la DAS, mais sous un effet charmeur, quoi. Donc en gros, les gamins ne dormaient pas dans leur chambre, ils dormaient même le sol. Et le dernier truc que je vous ai pas dit aussi, c'est que il y a pas mal d'éléments. Par exemple, ils sont allés dans la chambre des enfants qui n'était pas utilisée. Dans la tapisserie, il y avait une sorte de Alice au pays des merveilles, une petite fille qui déjeunait avec des animaux autour d'une table avec du thé, donc c'est un papier peint, et il y avait un filin qui dépassait. Et ils ont arraché le filin, et ils se sont aperçus qu'en fait, derrière, ils pouvaient arracher la peau de la gamine, enfin sur le papier peint, et voir qu'il y avait des marques exactement aux endroits où ils avaient été mordus par les animaux. Il y avait des dessins d'enfants aussi qui étaient coincés dans un ventilateur, et les dessins d'enfants ont montré exactement les scènes où les joueurs avaient été attaqués par des animaux, chacun d'entre eux. Donc c'est important que vous notiez en fait comment c'est passé, parce que ça a son importance. Et ça, c'est des éléments de synchronicité. Donc en gros, c'est des espèces de curieuses coïncidences qui font froid dans le dos, pour aller très très vite. Et donc ils ont juste appelé les secours. Je me suis démerdé pour que la personne, et ça je vous le conseille, que la personne qui réponde au bout du fil soit une state trooper. Donc en gros, vous savez, aux États-Unis, il y a le niveau du comté, qui est le niveau de base, et il y a le state, donc qui est l'État. Donc l'État du Maryland, qui a aussi ses propres troupes. Donc le state trooper, c'est en bas du bas, hein, c'est le gendarme ou c'est le flic. Et je vous conseille de vous démerder pour dire que la personne qui répond, ça soit, c'est Elmendra Velasquez, je crois, qui est en gros un personnage qui peut apparaître plus tard dans la campagne, donc une jeune fliquette, quoi, pour aller vite. Et ils sont barrés sans demander leur reste. Donc ils ont pris leurs armes, ils ont pris les armes, ils ont pris la bagnole, ils ont tout foutu au fond d'un lac. Les seules preuves concrètes qu'ils ont laissées, nonobstant donc, les corps calcinés et les gamins seuls, c'est qu'ils n'ont pas récupéré les douilles de leurs armes. Mais bon, ça c'est voilà. Donc ils ont fait plutôt du bon boulot, sachant que ça c'est important parce que le jeu vous donne 3 paliers de réussite, enfin 3 paliers de discrétion. Il y a la super discrétion de l'enfer. Vous laissez aucune trace, vous faites tout disparaître, les corps, les machins. Ça veut dire que l'enquête va interpréter les faits euh, comme juste une. En fait, s'il n'y a pas de corps, s'il n'y a personne, les gens vont interpréter ce qui s'est passé comme une arnaque. C'est-à-dire que grosso modo, l'orphelinat n'est pas un orphelinat, c'est juste un moyen de collecter des chèques. Si vous laissez un petit peu de preuves, l'enquête initiale va décréter que c'est potentiellement une attaque contre des cartels ou de la drogue, parce que le jeune, en fait, le pédophile dealait plus ou moins la drogue aussi, il avait été en prison pour ça. Donc en fait, on dit, bon, bah, c'est un règlement de compte, c'est une exécution. Et si vraiment vous faites pas votre boulot,
c'est flagué comme un culte. Et donc là, vous êtes vraiment dans la merde. Enfin, c'est pas que vous êtes dans la merde, mais ça aura des grosses conséquences pour plus tard. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur GoForce. Donc comme vous voyez, je vous ai pas dit le pitch du jeu parce que je le garde pour une autre. On va en parler prochainement parce que la grande idée, le truc qui est assez brillant, c'est que c'est une campagne, je vous ai pas dit, qui se pose sur plus de 20 ans. Donc il y a des grandes périodes de laisser faire où il se passe rien et c'est à vous de jouer. Donc la prochaine vidéo que je ferai, elle sera sur justement ce qu'ils appellent les longues années, donc The Long Years, qui est le deuxième chapitre de cette campagne, qui n'est pas vraiment un chapitre, mais qui est un temps off, où c'est à vous de déterminer ce que vous faites. Et il y a plusieurs pistes à étudier, et c'est là où vous comprendrez un petit peu tout l'aspect du jeu et le grand fil conducteur, si on peut dire. Donc voilà, pour moi, donc c'est vraiment, encore une fois, c'est un jeu, c'est une campagne où je suis parti en mode, c'est quoi, je vais le faire, parce que j'ai pas le moral, parce que j'ai envie de, tant que j'y suis, j'y vais, et puis j'ai le temps, je suis motivé, je vais faire ça. Je le fais à distance, donc c'est un peu différent comme feeling qu'une une campagne en présentiel, évidemment. C'est pas toujours facile de jongler avec les gens, mais bon, ça se fait bien, hein, finalement, les gens sont assez carrés, et puis surtout les gens sont contents, donc c'est l'essentiel, et moi je passe pas non plus un mauvais quart d'heure. Il faut vraiment, c'est un peu mon défaut aussi, je note pas tout. Donc c'est vrai que, par exemple, les preuves laissées, comment vous avez été marqué par des animaux, les synchronicités sont assez importantes et faut les conserver. Savoir en fait, en gros, c'est quasiment, faut vous faire un tableau qu'il faudrait faire ça, quelqu'un fasse un tableau en disant bah voilà ce qui manque, voilà ce que je dois faire, voilà comment ils ont été marqués, voilà ce qu'ils savent sur Clover, voilà ce qu'ils savent sur l'assistante sociale, parce que tout ça, ça va avoir un impact plus tard. Donc évidemment, je ferai une mind map, hein, je vous ferai un Miro enfin pas un Miro, un autre truc, mais une vidéo pour vraiment vous expliquer les tenants et les aboutissants des PNJ. Je ferai une vidéo pour vous expliquer toute l'historique de l'idée de la campagne, parce que c'est très important d'avoir l'ensemble. Puisque en fait, la campagne est un cycle. La campagne, c'est un Ouroboros, donc c'est un serpent qui se mord la queue. Donc si vous ne savez pas comment ça finit, vous ne pouvez pas très bien gérer le début. C'est pas comme ouais, je peux dire c'est comme les masques, mais les masques, il y a plus un côté quid pro quo, c'est-à-dire que ce qui est intéressant avec les masques, c'est en gros qu'est-ce que vous avez fait au chapitre 1, parce que ça va impliquer où les gens vont aller dans le chapitre 2, chapitre 3, mais grosso modo, bon, le final, c'est un peu toujours la même chose, alors que là, c'est vraiment important, parce que sinon, vous allez vous retrouver un peu coincé, il y a plein de pistes, plein de choses qui peuvent intervenir, qui ne réapparaîtront que 20 ans plus tard, il faut faire assez gaffe par rapport à ça. Donc pour ça, c'est quand même un assez gros boulot, et je suis peut-être pas trop à la hauteur sur tous ces aspects-là. Et sinon, non, je trouve que le scénar est bien, en fait. Tout comme si vous retirez le côté cracra, le machin, c'est un super scénar, parce qu'en gros, vous pourriez l'utiliser quasiment en one-shot, bon, peut-être pas, mais avec cette idée de dire, bon, bah, il y a une espèce de présence malsaine qui nous suit avec les animaux, mais que d'un autre côté, bah, on doit faire un meurtre, on doit sauver des gamins, comment est-ce qu'on procède, comment est-ce que tu achètes des armes, et la grande force, encore une fois, c'est le descriptif. C'est-à-dire que tous les éléments que vous avez pour trouver des pistes, pour vous préparer, pour mener l'assaut, sont dans le bouquin et sont très bien faites. La partie préparation est uniquement des données factuelles sur comment se préparer, comment trouver une arme, comment trouver une voiture, comment cacher ses traces, comment trouver des informations. Et la partie pratique, donc l'assaut, n'est qu'une chronologie, avec une descriptive des bâtiments, ce qui est la meilleure façon de procéder pour moi, puisque la timeline est tellement laxe, et surtout ce qui est intéressant, c'est ce que vont faire vos joueurs, en fait. Le reste, on s'en fout, concrètement, parce que c'est une action qui va les suivre, c'est quand même le truc qui va les marquer à vie, et qu'ils pourront jamais oublier. Et c'est très important pour la suite des événements. Donc voilà, en tout cas, c'est ce que je pouvais vous dire sur Go Forth. Donc aller de l'avant, partons d'avant, le premier chapitre de la campagne God's Teeth, qui est pour l'appel de Cthulhu Delta Green, qui est un très bon scénario, pour une campagne qui évidemment n'est pas pour tout le monde, hein, je le répète, c'est pas... Et en plus, ce qui est horrible, c'est qu'autant il y a des trucs, des scénarios comme, je pensais à L'amant dans la glace, donc Lover in the Ice, qui est un truc à fort caractère sexuel, on peut modifier la chose pour faire autre chose, mais là, on peut pas. On peut pas parce que la raison d'être les recrutements des Scopsi ne se font que par des orphelins, qui les font souffrir. Le cœur de la campagne, donc on en reparlera, mais en gros, le marionnettiste derrière la campagne est lié aux souffrances des enfants et à leur mutisme et tout. Et ouais, non, c'est très très compliqué de faire. À moins juste de prendre ce scénario-là et de le refaire en one shot.
C'est très 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 compliqué de retirer toute la sous-couche sur les, 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 enfin, les affronts faits aux enfants, les menaces, enfin c'est quasiment impossible en fait, on peut pas. Donc c'est peut-être la limite de cette campagne, hein. C'est vrai que par rapport aux autres campagnes Delta Green, où on peut plus ou moins moyenner, je pense les iconoclastes, où bon effectivement on peut retirer potentiellement le prélude où on joue des mecs, enfin qui est assez hardcore, on en reparlera un jour peut-être. Je voudrais faire ma vidéo, sinon si vous ne l'avez pas vu. Les autres campagnes, enfin, comment dire, Impossible Landscape, c'est différent parce que c'est du roi en jaune. Mais là, ouais, vous ne pouvez pas y couper. Donc il faut vraiment que vous ayez des joueurs. Il faut que vous ayez des joueurs avertis. Et vous, en tant que MJ, il ne faut pas être con, quoi. Faut être assez malin, il faut rien écrire, faut suggérer, et puis il faut s'arrêter au moment où les joueurs en veulent pas, quoi. Faut pas être bête en plus. Enfin, je dirais, il suffit que vos joueurs, des gamins et tout, c'est pas très marrant, quoi. Donc, bon, encore une fois, on joue en bonne intelligence, on peut jouer à tout, mais pas avec tout le monde. Donc, tenez-vous ça en tête quand vous l'avez, sinon, ça reste pour moi un très très bon scénario. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, à très bientôt. Allez, salut!